Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente la réunion d'information sur les administrations collectivités territoriales. Nous avons déjà fait une première partie ce matin pour ceux qui étaient présents. C'est la suite de notre présentation sur la journée. Je suis Fabrice Kerr de l'URSSAF, responsable du service de la filière employeur et les services grands comptes, qui reprend notamment la gestion des administrations et collectivités territoriales. Nous organisons cette journée en collaboration avec d'autres organismes, donc l'assurance maladie, la caisse d'allocation familiale, les finances publiques, l'Agirc Arrco et la G2R, la mondiale, qui sont les intervenants de cet après-midi, avec dans un premier temps la caisse primaire d'assurance maladie sur le signalement DSN, l'Agirc Arrco qui va poursuivre sur le service web DSN fiabilisation, et pour finir, la DGFiP avec la fiabilisation des données, la gestion des biens immobiliers, l'occupation des locaux et les bases tiers. Sans plus attendre, je laisse la parole à Madame Cussis de la caisse primaire. Oui, bonjour. Donc, je me présente, je suis Léa Cussis, je suis chargée de la relation entreprise pour la caisse primaire du Haut-Rhin. Et je suis là pour accompagner tous les employeurs dans leur démarche, dématérialisée avec tout ce qui est DSN, net entreprise, les déclarations en ligne pour les accidents de travail, les maladies pro et tout ça. Alors aujourd'hui, on va parler donc du signalement d'arrêt de travail en DSN, puisque vous connaissez tous le principe de la DSN mensuelle. Donc c'est, on va dire, un module sur votre logiciel de paye. Donc ça, c'est vraiment le miroir de la paye. Et on va s'intéresser aujourd'hui au signalement d'arrêt de travail. La manip, en gros, qui remplace l'établissement d'une attestation de salaire en ligne sur Net Entreprise. Donc, en passant par votre logiciel de paye, donc, le signalement, je vous le disais, d'arrêt de travail DSN va remplacer l'attestation de salaire que vous allez pouvoir établir toujours encore, vous avez toujours la main dessus, manuellement sur Net Entreprise et qui va du coup déclencher l'étude du dossier et les éventuelles indemnités journalières derrière. Alors, c'est pour qui? Ça concerne qui? Dans votre cas, vous en tout cas, ça concerne donc les contractuels de droit privé ou de droit public et les personnels médicaux. Donc, vous avez la possibilité d'émettre un signalement DSN pour cette catégorie-là socio-professionnelle, à savoir que les titulaires, donc les fonctionnaires, pour l'instant, vous n'avez pas la main sur la DSN événementielle. Et de toute façon, même si vous émettiez éventuellement par accident un signalement DSN pour un fonctionnaire, jamais de la vie, ça remontera jusque chez nous. Voilà. Alors, pourquoi utiliser et quand? On va s'y intéresser de plus près. Alors, déjà, les avantages à la DSN événementielle, c'est la simplicité, puisque déjà, vous n'avez pas de montant de salaire à compléter comme vous avez à le faire sur une attestation de salaire Net Entreprise. Ni vous embêter avec les primes, et encore moins avec les salaires établis, puisque de toute façon, c'est la DSN, une espèce de petite moulinette comme ça qui est intégrée dans le système, qui va aller récupérer les infos sur les fichiers mensuels dont elle a besoin. C'est plus fiable, puisqu'il y a moins de risques d'erreur, puisque c'est la DSN, c'est ce que vous aurez mis dans votre logiciel de paye qui va remonter sur l'attestation de salaire, que si vous la faisiez manuellement sur notre entreprise, on n'est jamais à l'abri d'une petite virgule ou d'un zéro en trop. Évidemment, c'est beaucoup plus rapide, puisque en termes de délai, on est à J+7 à peu près sur une attestation DSN qui va nous être envoyée. Après, bon, c'est toujours un peu tributaire de tout ce qui est délais postaux, que l'assuré ait bien envoyé son arrêt de travail, que son dossier soit à jour, tout ça. Mais si tout est au clair, si tout est clean chez vous, chez nous, sur l'attestation de salaire, on a l'arrêt de travail, vous faites un signalement aujourd'hui. Demain, on reçoit l'attestation dans nos systèmes. Alors bon, maintenant, je prends le mauvais exemple parce que c'est vendredi, donc il y a samedi, dimanche, il ne se passe rien. Mais lundi, mardi, l'assuré, vous, si vous maintenez le salaire, reçoit les sous. Notez bien quand même que pour les temps partiels thérapeutiques, c'est toujours sur Net Entreprise. C'était prévu il y a quelques années qu'on puisse le faire depuis une DSN événementielle. Malheureusement, il y a trop de capotage. Donc, on a abandonné l'idée.
Donc, le temps partiel thérapeutique se fait toujours sur Net Entreprise. Et enfin, les données, ce n'est pas le moindre des avantages, tout est sécurisé puisque tout se passe depuis votre logiciel de paye, hein, qui est bien bouclé, et du coup, aucune fuite d'infos possible. Alors, pour que le signalement se fasse correctement et en gros que tous les éléments que vous avez mis dans votre DSN remontent jusque chez nous pour générer une attestation de salaire, que les techniciens, mes collègues, vont pouvoir prendre en compte pour le traitement du dossier, il faut absolument que vous soyez vachement vigilants sur les paramètres DSN. Il faut que vous vérifiez bien que tout ce qui est contrat et catégorie socio-professionnelle soit bien booké dans les blocs correspondants. Il faut surtout bien aussi vérifier la bonne affiliation des agents avec le bilan d'identification des salariés. Ça veut dire que quand vous allez émettre mensuellement les DSN pour la paye, s'il y a des petits blocages, ça va vous remonter. Et du coup, sur ces petites erreurs qui vont vous remonter dans le tableau de bord, il faut bien être vigilant et bien les corriger avant le mois d'après pour qu'en cas d'arrêt de travail, le lien se fasse bien. Puisque si, par exemple, je prends l'exemple des femmes mariées, il y a le nom marital et le nom de jeune fille. Si vous ne mettez dans la DSN mensuelle que dans la rubrique nom, le nom marital, mais qu'à l'INSEE, et comme toutes les femmes, on est tout enregistré avec un nom de jeune fille, le lien ne se fera pas entre les deux. Donc, au moment où vous allez émettre un signalement, malheureusement, le système, il ne va pas savoir que c'est de la même personne dont on parle et on n'aura jamais l'attestation de salaire. Donc, toujours bien vérifier ces affiliations-là. Et évidemment, sur l'affiliation, hein, que bien inviter aussi vos salariés, vos agents, à toujours bien mettre à jour leur dossier dès lors que ça change sur la caisse d'affiliation, sur le régime d'affiliation, voilà. Et tout ce qui est aussi type de prime, période de rattachement, gratification, indemnité, il faut bien veiller aussi à bien paramétrer tout ça, bien boucler tout ça tous les mois parce que après les attestations, par exemple, en risque AT vont remonter erronées. Et il faut aussi, pour par exemple un agent qui arrive chez vous là en juin, ce sera un peu compliqué de faire de la DSN événementielle tout de suite s'il devait être en arrêt là dans les 3 mois qui suivent parce qu'il n'y aura pas assez d'historique pour les DSN mensuels. Donc, vous êtes obligé de faire une attestation manuelle sur Net Entreprise, de toute façon, en mettant les salaires à 0 pour les mois non réalisés au sein de votre structure. Et pour un agent qui a une activité discontinue ou alors dans le cadre d'un accident de trajet, il faut qu'on ait minimum 12 DSN mensuels précédant l'arrêt de travail pour que l'attestation puisse se générer correctement. À noter aussi que avec la DSN, le chaînage se fait avec le NIR, donc le numéro de sécurité sociale. Ça veut dire que si jamais, dans la DSN, quand vous allez émettre une attestation un signalement, sur le NIR de Jean-Yves, et Jean-Yves, il a travaillé pendant l'année dans une autre structure, qui a aussi fait de la DSN mensuelle, parce que la DSN mensuelle est obligatoire. Et bien, le chaînage par le NIR va permettre, du coup, d'aller récupérer vos données à vous, pour votre entreprise à vous, votre structure à vous, et également aller récupérer les infos salariales de son activité précédente dans la période de référence. Alors, à quel moment il faut que vous signaliez un arrêt de travail? C'est dès lors que vous recevez un arrêt de travail de votre agent et qui a une durée d'au moins 1 jour. Bon, de toute façon, c'est un arrêt de travail, il est censé vous procurer un document, donc même si ça dure qu'1 jour, voilà. À chaque changement de risque, ça veut dire que si, pour vos agents féminines, par exemple, elles ont un arrêt maladie, et ensuite elles ont les 14 jours pathologiques, elles ont de nouveau un arrêt maladie, et ensuite le congé maternité, ça se fait souvent, et bien comme il y a un changement de risque, il y a donc changement de salaire, changement de période de subrogation éventuellement, donc à chaque fois, pour ces 4 périodes-là, il faudra faire 4 signalements. Sur le dernier jour de travail, on y revient après. Et si jamais vous aviez des agents qui avaient des congés paternité, hein, ou même adoption pour les couples homosexuels ou adoption, accueil d'enfants, faudra faire des signalements pour chacune des périodes. Un signalement s'il prend les 25 jours d'un coup et 2 ou 3 signalements s'il prend les autres périodes. Si vous ne subrogez pas, ça veut dire que si vous ne maintenez pas du tout le salaire et que les indemnités journalières sont à verser à l'assuré. Après, je sais qu'il y a toutes les histoires de traitement, demi-traitement, tout ça, je ne maîtrise pas trop, mais si les IJ sont à verser à l'assuré, vous avez 5 jours dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt pour nous faire parvenir le signalement.
si jamais vous veniez à subroger. Donc, c'est à vous, la structure, à qui on va verser les indemnités journalières. Vous transmettez alors les signalements au fur et à mesure de la réception des arrêts de travail, tranquillement, sans vous presser. Ou alors, vous attendez, par exemple, vous faites votre DSN mensuel le 5 juillet, là, et une fois que vous avez envoyé la DSN mensuelle du mois de juin le 5 juillet, vous pourrez, dans la foulée, envoyer les signalements. Attention, ne jamais faire de signalement d'arrêt quand c'est une prolongation. Parce que d'office, le système DSN va nous mettre en dernier jour de travail la veille de la prolongation. Et du coup, ça va venir solder tout l'arrêt d'avant. Et tout sera faux, on sera obligé de régulariser. Donc, un arrêt initial, vous envoyez le signalement d'événement. L'assuré vous envoie des prolongations. Tout se suit, tout se goupille bien. Vous ne faites rien jusqu'à ce qu'ils reprennent éventuellement. On verra ça après, à la toute fin. Mais pas de nouveaux signalements à chaque envoi de prolongation. Alors, ça c'est donc ça c'est le fichier texte typique d'une DSN événementielle que vous allez pouvoir télécharger sur votre logiciel de paye une fois que vous avez émis l'événement, où on va voir que certains, pas tous, certains des éléments qui sont dans ce signalement d'événement sont ceux qu'on retrouve sur l'attestation de salaire telle qu'elle va se générer dans notre logiciel de paye. Les points les plus importants d'un signalement d'événement, ce sera le motif de l'arrêt, la date de dernier jour de travail. Donc, le motif, c'est le risque, maladie, maternité, accident de travail, maladie pro. La date du dernier jour de travail, on y vient après. La date de fin prévisionnelle, en gros, c'est la date de fin d'arrêt prévue qui vous a transmis l'assuré. La subrogation, donc c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est les IJ sont versés à vous avec une date de début et une date de fin. On y reviendra aussi là-dessus parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on vous rende attentif. Et le bloc 60 avec l'IBAN qui est donc paramétré correctement à votre logiciel de paye qui permet du coup le versement des IJ sur ce compte-là. Alors, donc sur le bloc assuré, donc c'est des infos que vous allez retrouver dans votre logiciel de paye, donc avec la DSN mensuelle. Donc il faut bien veiller que nom, prénom, le code emploi, donc la catégorie socio-professionnelle, son matricule dans l'entreprise, tout ça, soit bien enregistré, saisi dans votre DSN mensuel pour que les infos remontent correctement sur l'attestation de salaire. Donc ça, c'est sur le versant assuré. Voilà. Sur le versant dernier jour de travail, donc ça, ce sera sur la partie signalement d'événement, donc en dehors de la DSN mensuelle. Donc, vous voyez bien que le dernier jour de travail remonte bien sur l'attestation de salaire. C'est celui-là qui va nous permettre d'étudier les droits et tout ça, mais on va y revenir. Et sur la partie en bas, subrogation, où vous nous mettez du coup date de début et date de fin. Avec non, si vous mettez non, vous ne mettez plus rien. Le logiciel ne vous permet plus de mettre de date. Si vous mettez oui, il vous oblige à mettre des dates, début et fin. Ensuite, sur la partie salaire, heure et tout, c'est vraiment que des infos qui remontent directement depuis ce que vous avez saisi pour chacun de vos assurés, de vos salariés et agents, dans les DSN mensuels des mois de référence. Donc, il faut vraiment bien veiller à la cohérence des infos que vous mettez dans votre DSN mensuel pour que derrière, avec le paramétrage mis en place, les infos remontent bien et se calent bien dans les colonnes et dans les champs prévus à cet effet. Voilà. Comme on vous a dit, sur l'attestation, qu'elle soit accident de travail, là ici c'est une bleue, donc c'est un accident de travail ou une maladie, il est orange. Ce sont des infos que la DSN va aller récupérer dans vos DSN mensuels, donc elles concernent les salaires, les blocs contrats pour la catégorie socio-professionnelle, le salarié pour ses infos et l'entreprise, vous, avec du coup le SIRET et l'adresse correspondante. La suivi de fait, très rapidement, veillez bien quand vous faites une DSN événementielle, si vous gérez plusieurs communes, par exemple, ou plusieurs SIRET, plusieurs structures, veillez bien à toujours faire une déclaration pour le SIRET concerné par le contrat de l'assuré. Voilà. Et surtout, si vous faites une DSN, par exemple, vous gérez plusieurs SIRET, et vous faites une DSN événementielle pour le SIRET 1, parce que l'assuré travaille dans l'entreprise 1. Et malheureusement, la DSN, il y a quelque chose qui a bugué. Des fois, ça arrive. Et on vous demande une attestation rectificative avec une autre info, une modification ou quelque chose. Vous allez la faire sur Net Entreprise. Vous allez cocher rectificative, mais au tout début de la saisie, il faut que vous sélectionnez le SIRET de référence.
si vous en gérez plusieurs. Hein. Veillez bien à ce que le SIRET sur la rectificative soit bien le même que sur le SIRET de la DSN. Sauf si, justement, l'erreur vient du SIRET. Mais bon. Alors, bon à savoir aussi, si jamais un de vos agents venait à être en accident de travail ou maladie professionnelle, vous savez peut-être que le délai d'instruction peut être quand même assez long. Alors, sur une reconnaissance d'emblée, on part sur 1 mois, donc ça va. Mais dès lors qu'il y a enquête, investigation et peut-être éventuellement un recours au service médical, on part sur déjà du 3 mois de délai. Donc, forcément, ça va être 3 mois pendant lesquels on ne va pas payer d'IJ. Mais on va les payer à titre provisionnel en maladie. Pour ça, en faisant un signalement événementiel dans votre logiciel de paye en risque AT, ça va générer non seulement une attestation de salaire au risque AT, mais en plus en risque maladie. Mes collègues, les agents, ils vont prendre l'attestation maladie pour payer déjà les IJ, pour qu'on ne laisse personne pendant le délai d'instruction. Et comme ça, mes collègues de l'AT, quand l'AT, si l'AT est reconnu, ils n'auront plus qu'à se servir sur l'attestation de salaire AT qu'on aura déjà dans le logiciel de traitement chez nous, pour ensuite mettre à jour le taux d'IJ AT. Sur les derniers jours de travail, il faut être vachement vigilant. Retenez bien, 99% des cas, c'est le dernier jour de travail, c'est la veille de l'arrêt de travail. Ça veut dire que dans notre petit exemple là, il est très parlant. Si on a un arrêt le lundi, le dernier jour de travail, même si l'agent n'est pas venu travailler chez vous le samedi, dimanche, le DJT reste quand même le dimanche. Le seul jour où vous pouvez le prendre, c'est il a travaillé. Par exemple, il est venu chez vous aujourd'hui le 12 juin, il s'est présenté, il a badgé, je ne sais pas, peu importe, il vient. Et en cours de journée, il ne se sent pas bien et il va voir son médecin et son médecin le met en arrêt à compter du 12. Forcément, on ne va pas indemniser la journée du 12 puisque toute journée entamée est due par l'employeur. Ça vaut aussi en AT. Hein. Donc, du coup, vous allez indiquer en dernier jour de travail le jour même, le 12, puisqu'il a travaillé ne serait-ce que quelques heures et on commencera à indemniser qu'à compter du lendemain, le 13. Comme je vous disais avant sur la succession, par exemple, maladie, congé pathologique, maladie, congé maternité, à condition que tout se suive sans aucune interruption, le dernier jour de travail sur les 4 signalements sera bien la veille de la toute première période. Et du coup, ce sera le même sur les 4 signalements. Sur là, on est en cas d'accident de travail. Si il a, comme dit, je l'ai dit avant, le jour de l'accident de travail est à la charge de l'employeur. Donc, si son dernier jour de travail est égal à son jour d'accident de travail, ce sera le jour à indiquer sur l'attestation de salaire et nous, on commencera à indemniser au lendemain. Il se peut, dans notre cas numéro 2 aussi, que l'assuré a eu un accident, travail ou trajet, pardon, même pendant sa pause de midi, hein, peu importe, le 12. Et le 13, il vient encore travailler parce que ça va. Mais finalement, le 13 au soir, il se dit « Ouh, mon dos, ouh, ma jambe, ça va pas du tout, je vais voir mon médecin. » Et le médecin lui prescrit un arrêt à compter du 14. De toute façon, ça paraît logique, le dernier jour de travail, c'est bien le 13, la veille de l'arrêt. Et comme dit, pour la déclaration d'accident de travail, tout se passe en ligne. Toujours pour vos salariés du droit qui dépendent de chez nous, hein, les fameux IRCANTEC, comme on les appelle chez nous en interne, ceux qui n'ont pas fonctionnaire. Voilà. Donc, tout se passe en ligne sur le compte entreprise. Alors, sur le congé paternité, c'est un peu plus compliqué sur le dernier jour de travail, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, sur une paternité, donc, il y aura les 3 jours qui sont dus par l'employeur. C'est la législation du travail qui s'applique, donc c'est 3 jours, voire plus. Mais ces 3 jours, notez bien, ils s'articulent sur des jours ouvrables, donc du lundi au samedi, sans les dimanches et les jours fériés. Vous allez chez vous, en interne, régler l'assuré pour ces 3 premiers jours de naissance. Et ensuite, nous, on va prendre le relais sur les 4 derniers pour que ça fasse le fameux bloc des 7 jours obligatoire, les 7 premiers jours suivant la naissance. Donc, le dernier jour de travail que vous allez indiquer pour les 4 jours versant CPAM, ce sera bien le dernier des 3 jours employeurs. Si vous mettez la veille de votre période à vous, nous, on va indemniser les 4 premiers alors que ce ne sera pas du tout ça. Donc, si, comme dans l'exemple, il a donc travaillé jusqu'au mercredi. Le jeudi, le vendredi, le samedi, il a son congé versant vous. Nous, on paye ensuite le 17, 18, 19, 20. Le dernier jour de travail à indiquer est bien le 16. Voilà.
Et, alors le deuxième point, oui, du moment qu'il y a une interruption, même un dimanche, hein, entre deux périodes, c'est de toute façon la veille de chacune des périodes. Voilà. OK. Alors, pour le signalement, techniquement, comment ça se passe? Donc, soit selon comment s'articule votre logiciel de paye, lequel vous avez choisi, tout ça, soit vous faites tout depuis votre logiciel de paye et vous appuyez sur envoyer et ça part, vous n'avez plus rien à faire. Ou alors, ça va générer un petit fichier. Alors, le format, je ne l'ai pas, mais ça va générer un petit fichier que vous allez ensuite déposer sur votre compte Net Entreprise. Voilà. OK. Sur la date de fin prévisionnelle, c'est ce que je vous disais avant. Donc, sur le signalement d'événement, vous allez indiquer, donc, par exemple, dernier jour de travail aujourd'hui, le 12, et l'assuré vous a envoyé un arrêt jusqu'à dimanche. Et bien, vous mettez en date de fin prévisionnelle dimanche sur le signalement d'événement. Si jamais lundi, il ne revenait pas, l'événement, vous le laissez de côté, vous n'y touchez plus. Mais par contre, dans votre logiciel de DSN mensuel, dans votre logiciel de paye, vous allez pouvoir modifier et mettre la nouvelle date de fin prévisionnelle, à savoir vendredi prochain, par exemple. Voilà. Pour la reprise, très important. Déjà, du moment qu'il reprend, si ce n'est pas anticipé, ça veut dire que notre fameux Jean-Yves, là, il avait un arrêt du 12 au 18 juin. Je n'ai pas les dates en tête, mais du 12 au 18 juin, il est en arrêt de travail. Jeudi 19, voilà, jeudi 19, il revient au travail. C'est une reprise normale, puisque médicalement, il n'était couvert que du 12 au 18. Vous, dans votre logiciel de paye, donc dans la DSN mensuelle, il faut absolument nous indiquer en date de reprise le 19 pour que le logiciel de paye sache qu'il a repris et pour éviter l'envoi à tort, bon, c'est une génération automatique, hein, mais l'envoi à tort dans 4 mois d'une attestation de salaire pour l'ouverture des droits au-delà de 6 mois dont on n'aura absolument pas besoin puisque Jean-Yves, il était en arrêt qu'une semaine. Voilà. Si maintenant, par contre, il ne reprend pas, vous ne mettez rien. Sur la reprise anticipée, ça c'est hyper important parce que du coup, s'il reprend, ça se fait. Hein. C'est l'assuré, le médecin l'a mis 3 semaines en arrêt, et au bout de 2 semaines, ça va et son médecin lui dit bon bah hop, allez go, tu peux retourner au travail. Bon, donc il va revenir, mais son arrêt est censé courir encore une semaine. Il va revenir, il va badger, ça va faire du coup une reprise de travail. Pour éviter le paiement d'IJ au-delà de la reprise de travail, dont on va être obligé de faire la récupération, désolé. Et bien du coup, pour éviter ça, dès que vous en avez connaissance, si jamais notre bon Jean-Yves, il est sympa, il vous appelle dimanche en vous disant bon bah demain je reprends, lundi tout de suite dans votre DSN événementiel, vous refaites un signalement, mais vous mettez en date de reprise anticipée la date. Si vraiment, vous pouvez aussi faire le choix de passer par une Net Entreprise en cochant bien rectificative, date de reprise anticipée, et vous mettez la période. Le danger avec ça, c'est que si subrogation il y a, autant sur la DSN événementielle, vous ne pouvez plus mettre, quand vous faites un signalement de reprise anticipée, vous ne pouvez plus mettre de période de subrogation. Ça veut dire que pour l'attestation, elle va se générer sans subrogation. Et du coup, s'il y a encore des IJ à payer, un reliquat de l'arrêt à payer dans notre logiciel à nous de paiement, malheureusement, il va croire qu'il n'y a plus de subrogation et il va payer à l'assuré. Donc, passez peut-être quand même privilégier plus l'envoi d'une attestation de salaire manuelle sur Net Entreprise avec la coche rectif et la date de la reprise pour qu'à l'étape ultime sur la saisie sur Net Entreprise, vous puissiez encore mettre la période de subrogation dans sa globalité pour qu'on sache bien qu'on maintient les IJ sur l'ensemble de l'arrêt. Et comme dit, sur la subrogation, donc c'est soit non et vous pouvez rien mettre, soit c'est oui dans la liste déroulante et vous pouvez mettre la date de début, la date de fin. Le SIRET, il est censé être, les coordonnées bancaires, pardon, pas le SIRET, les coordonnées bancaires sont censées être paramétrées, donc elles s'afficheront par défaut. Sur les dates, soyez bien vigilants, c'est toujours la date maximale. Ça veut dire que si votre convention collective, ou votre arrêté préfectoral, ou je ne sais pas que, voilà, stipule que tous les agents qui ont minimum 6 mois d'ancienneté, ils ont droit à 6 mois de maintien de salaire par la caisse primaire, enfin par vous. Et donc, du coup, que nous, on vous maintient à vous. Vous mettez bien les 6 mois, même si Jean-Yves, il n'aura que 3 mois d'arrêt. Si, par contre, vous faites le signalement de l'événement
de Jean-Yves le 19, parce que du 12 au 18, il était en arrêt et que le 19, il est revenu, là, vous pouvez très bien mettre les dates de l'arrêt puisqu'il a repris. Donc, il n'y a pas de danger. Mais si, par contre, il ne reprend pas et que c'est un gros arrêt et que vous faites le signalement, mettez tout de suite la période maximum. À noter, un SIRET, un RIB. On peut pas, je sais qu'il y a, bon, peut-être pas vous, mais il y a des entreprises, des fois, qui, dans la même entreprise, ils ont des salariés qui travaillent pour une entité juridique, une pour un peu plus opérationnelle, une un peu plus informatique. Il y a 3 RIB différents, c'est impossible. Un SIRET, un RIB. Et donc ici, vous pouvez noter nos coordonnées avec le 3679, hein, c'est l'appel, c'est la première intention, hein, c'est appeler la plateforme au 3679. Surtout, pour tout ce qui est dossier IJ, donc ça veut dire des retards de paiement, des demandes réglementaires sur un dossier en particulier, c'est vraiment le 3679 que vous devez privilégier. En cas de soucis techniques, vraiment vous avez besoin d'un accompagnement pour l'utilisation du compte entreprise, de la DSN événementielle ou sur le net entreprise, vous vous posez des questions. Là, vous pouvez nous contacter, mes collègues du 67, donc Lionel et Jean-Michel, ou moi et Antonia, mais en ce moment, on est en effectif réduit. Les adresses mail, elles sont là. À n'utiliser, comme dit, que pour les cas techniques. Les cas IJ, on ne peut pas vous aider. On n'a pas le temps, on ne peut pas se permettre. Pour tout ce qui est accompagnement sur votre paramétrage de l'espace net entreprise. Nous, on peut vous aider, mais on ne peut strictement rien faire. Le seul qui peut avoir la main et faire peut-être des manips que vous ne pouvez pas et que nous non plus, il faut privilégier le contact à la hotline net entreprise. Vous voyez la petite cartonnette là en bas à droite, au 0806 800 700. Et ils peuvent vous aider sur la DSN, sur Passero, hein, donc tout ce qui est prélèvement à la source, et net entreprise. C'est gratuit et c'est dispo de 8 à 16. Dernière chose aussi, sur la base de connaissances, donc on a mis le lien, là, le net-entreprise.custhelp.com. Inscrivez-vous. C'est une base de co hyper fournie qui a été entièrement revue récemment avec plein d'infos, autant sur la réglementation que surtout sur le rajout d'habilitation, le choix des déclarants, sur plein de choses. Vous pouvez aussi demander la radiation de comptes administrateurs de gens qui ne sont plus dans la structure. Vous pouvez demander la mise à jour nom-prénom si jamais vous devez changer de nom ou de prénom, ou peu importe. Voilà, et c'est tout. Ce sur quoi je voulais rebondir. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que je suis dans les clous ou est-ce que j'étais trop longue? Non, parfait. Okay. Donc, si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser dans le fil de discussion de la réunion et des personnes sont là pour vous répondre dans la discussion. Du coup, je vous propose de passer à la deuxième intervention de Madame Coutable, chargée d'études de l'équipe support retraite. Bonjour, donc je me présente effectivement, Martine Coutable, chargée d'études au niveau de la retraite complémentaire. Donc je serai une représentante de l'Agir Carco et plus particulièrement pour AG2R, la mondiale. J'ai été invitée par le comité Alsace à participer aujourd'hui à ce webinaire. C'est avec plaisir que je répondrai, enfin du moins ma collègue qui m'accompagne, Aurélie Dacosta, qui répondra à vos questions. Alors, je vais pas par politesse, mais juste éteindre la caméra parce qu'on a un petit problème de réseau. Donc je reprendrai la caméra en milieu ou en fin de séance de la présentation. Alors, présentation de la DSN fiable, c'est quoi? Voilà. Avant d'aller sur cet outil que vous retrouvez sur Net Entreprise ou d'autres canaux, l'Agir Carco. L'Agir Carco, c'est quoi? Vous l'avez là en chiffres. C'est donc régime complémentaire obligatoire pour tous les salariés du privé. Des DSN mensuels, c'est 2 millions traités chaque mois.
C'est 20 millions d'actifs cotisants et 13 millions de retraités pensionnaires. L'Agir Carco, c'est piloté par les partenaires sociaux. C'est aussi donc une fédération et sur laquelle s'appuient les caisses de retraite complémentaires, dont AG2R, qui est rattaché à un groupe de protection sociale qui s'appelle donc AG2R La Mondiale. C'est un régime contributif. Vous avez donc le lien droit-cotisation. Sur les 20 millions d'actifs cotisants, eh bien, nous avons 5 millions de salariés qui bénéficient de taux supplémentaires au taux standard, et puis 4 millions de salariés dont les rémunérations sont supérieures au plafond de la sécurité sociale. Ces droits, ils sont calculés comment? À partir des taux de cotisation des entreprises, à partir aussi des taux de la quantité de travail, à partir de la catégorie du salarié. Je rejoins ce que disait ma collègue juste avant, l'importance de l'identification du collaborateur au niveau des DSN, alors que ce soit une DSN mensuelle ou DSN événementielle. L'importance de l'identification a des conséquences sur les droits qui seront attribués au moment du calcul de la pension. C'est un service, ce service de fiabilisation, il a été mis en place par l'Agir Carco depuis 2017, mais il a évolué, il a plutôt évolué, je dirais, dans le cadre d'ateliers de co-construction avec les usagers, vers un outil qui est plus ouvert, plus facilitant d'accès, au moins pour les usagers. Donc vous avez mensuellement des campagnes de fiabilisation, et puis c'est surtout un outil en fait qui vous permet d'accéder en libre service à vos données et de décider de les fiabiliser en totale autonomie en fait, ne pas attendre les campagnes de fiabilisation qui sont faites par les caisses de retraite complémentaires, mais de disposer de cet outil qui vous permet en totale autonomie de fiabiliser les données si toutefois il y avait une anomalie. Donc c'est effectivement un outil évolutif sur lequel on vient en aide et non pas on attend, on calcule et on réclame. Donc là, il y a la présentation, la vidéo, je pense qu'on peut peut-être s'en exonérer. Je ne sais pas si elle a été testée, si elle fonctionne. C'est une petite vidéo qui est sur la chaîne YouTube de l'Agir Carco. Elle fonctionnait, voilà. Ah, ça c'est de la pub. Et nous n'avons pas le son. Bon, on n'a pas le son, mais en gros, ça dit que justement la personne qu'on voit à l'écran a reçu voilà, un courrier de sa caisse de retraite avec des données à fiabiliser, et elle va donc, elle ouvre ce message qui lui indique où il y a un problème. Je fais les sous-titres. Et là on lui dit que si elle n'arrive pas à régler l'anomalie elle-même ou lire le diagnostic, que le service, les conseillers sont à sa disposition. C'est un petit résumé. Peut-être que quand le support vous sera communiqué, ce sera plus facile pour la lecture. Mais on va reprendre ces éléments. Voilà. Donc DSN Fiable, c'est un outil, donc, comme je vous le disais, qui a été imaginé, co-construit avec les déclarants. Donc c'est
c'est pas l'Agir Carco dans son coin qui a construit cet outil. Il y avait un besoin et cet outil il a été développé sur la base des besoins des clients. Donc ça c'est effectivement un élément important à souligner. Vous pouvez y accéder par différents canaux. Donc vous avez les services clients, donc des caisses de retraite complémentaires. Vous avez aussi le gdcar.com et également Net Entreprise. Qu'est-ce que ça peut vous offrir? Enfin, c'est pas ça vous offre du temps. Il y a le côté un service intuitif et les diapos qu'on verra après donneront du sens à ce côté intuitif. Vous avez également un accompagnement ou directement dans l'outil ou après sur prise de contact client. Et c'est un service qui est totalement gratuit. Alors, quand vous allez sur DSN Fiable, donc à partir du canal que vous aurez choisi, caisse de retraite, Net Entreprise ou gdcar.com, vous accédez donc à une vue synthétique de votre portefeuille, en fait, en fonction de votre numéro sirène. Vous avez sur cette vue synthétique, vous voyez tout de suite à la première ouverture de tableau de bord, vous voyez les actions que vous avez à mener sur les établissements. Alors, quel établissement, combien d'établissements sont en anomalie, et surtout les collaborateurs sur lesquels vous devez agir, intervenir. Donc, sur la diapo, sur l'image du milieu, vous pouvez accéder, vous pouvez faire le choix. En fait, vous êtes libre vraiment d'utiliser votre tableau de bord. Alors, soit vous rentrez, vous décidez de traiter les problèmes, d'analyser les problèmes ou les salariés qui sont en anomalie à partir de l'établissement. Vous pouvez choisir de le faire à partir du salarié. Vous pouvez le faire à partir des anomalies. Vous êtes libre sur l'utilisation que vous faites de votre tableau de bord. La finalité, elle restera la même, c'est le traitement de l'anomalie qui est détectée par le traitement de la fiabilisation de la DSN. Donc là, on va zoomer sur, je crois que le premier, c'est l'établissement. Voilà, donc l'ouverture de la petite fiche établissement. Donc on voit qu'on a effectivement un établissement pour lequel on a une anomalie de déclarer. Donc vous avez le SIRET de l'établissement. Et puis, vous avez en rouge donc, le nombre de salariés à fiabiliser sur cet établissement. Les 5%, c'est ce que vous avez retrouvé tout à l'heure, juste sur la vignette juste avant, où on avait pour l'établissement 5% des collaborateurs qui étaient en anomalie. Là, on a une vision donc à partir des anomalies. Donc c'est un autre choix. Vous pouvez partir donc faire l'analyse de la FIAB à partir de l'établissement. Vous pouvez faire l'analyse à partir des anomalies directement. Donc là, vous avez la description des anomalies qui sont à traiter et le nombre également de collaborateurs qui sont en anomalie. Sur justement les typologies. Vous pouvez accéder on peut le voir, vous avez une petite œil qui vous permet de voir la vue du salarié. Vous avez également une petite lumière qui vous invite sur cette diapo-là à voir le diagnostic. Donc c'est cette anomalie-là, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est pas sur cette diapo, hélas, qu'on pourra le voir. On va le voir après sur une autre diapo. Donc ça, c'est une autre vision
de la DSN fiable. Donc, je vous le disais en préambule, hein, vous avez vraiment la possibilité d'attaquer, l'angle d'attaque, il vous est propre. Hein. Vous le ferez par établissement, par salarié, par anomalie. Là, sur le volet salarié, peut-être plus visible, on a donc la liste des collaborateurs qui sont en anomalie. Et vous avez pour ces salariés des codes couleurs avec justement là, la coloration augmente en fonction de l'impact sur les droits en fait. Donc le rouge, on est sur un impact fort et c'est sur ce collaborateur-là que l'on doit faire l'effort d'aller corriger pour que les droits en fait ne soient pas impactés par l'anomalie. Si on décline après, donc on voit sur cette diapo-là, on peut rester, donc c'est la diapo suivante, vous regardez le salarié qui a un impact sur ses droits forts, donc avec un écart sur les cotisations de 400 euros, un peu plus de 400 euros. Et quand vous dépliez donc le salarié, vous voyez depuis quand, on voit depuis quand le collaborateur est en anomalie sur la DSN, du moins sur cet établissement et sur les DSN. Donc on a une anomalie pour ce collaborateur depuis le mois de janvier. Vous avez le descriptif de l'anomalie. Donc les références des anomalies, c'est celles que vous avez identifiées dès le départ sur le tableau de bord, sur la première map du tableau de bord, vous aviez la liste des anomalies. Ben là, vous les retrouvez. Vous retrouvez le salarié, vous retrouvez le mois pour lequel, les mois en l'occurrence, là, pour lesquels il y a eu les anomalies. Et là, sur cette diapo-là, c'est-à-dire que l'anomalie, elle a été là présente, deux des anomalies en tous les cas ont été présentes toute l'année. Et c'est qui a eu pour effet de déclencher un écart au niveau des cotisations. Alors, vous me direz, à partir de là, comment on fait, c'est quoi, comment on règle ce problème? Eh bien, cette petite loupe, petite lumière, elle vous permet justement de déclencher sur un diagnostic. Et c'est la diapo suivante. Voilà. Et ce diagnostic, il vous dit, le problème, il est peut-être là. Là, on est sur un problème de quantité de travail, en fait. Le taux appliqué, il est inférieur au taux obligatoire. Non, c'est sur le taux de cotisation. Donc, peut-être un problème de déclaration du collaborateur. C'est la proposition de diagnostic qu'il y a eu sur ce collaborateur. Donc, je pense à des catégories où on a des taux, des collaborateurs qui ont un taux à 8, et puis peut-être que sur une autre catégorie, le taux il est à 6. Et une mauvaise codification du collaborateur à l'entrée, en fait, déclenche justement cet écart de cotisation au final, si on fait l'addition tous les mois. Donc là, la lecture du diagnostic, vous êtes OK, vous dites, oui, effectivement, j'ai pas déclaré le collaborateur, il devait être, un non-cadre, il était peut-être employé ou autre. Donc, vous corrigez dans le logiciel de paye. Alors, évidemment, avec un effet rétroactif, il faut que ça impacte toutes les DSN à janvier. Et après, donc, ce sont des corrections et le calcul va être, donc le collaborateur va être rapproché de la bonne catégorie qui permettra le bon calcul de cotisation et évitera un écart de cotisation là, à 400 euros et potentiellement un recouvrement qui n'aurait pas lieu d'être en fait. Donc là, vous êtes en totale autonomie en fait, de la lecture du tableau de bord, de l'appréhension du traitement des anomalies, du diagnostic proposé. Et puis si
si toutes ces informations-là ne sont pas, ne vous permettent pas de comprendre l'anomalie, vous avez la possibilité, bien évidemment, de contacter, de prendre rendez-vous en fait, et vous serez recontacté par un collaborateur. Bien sûr, il faut préciser votre question et vous serez recontacté dans les 72 heures. C'est ça, une obligation de résultat sur les 72 heures. Donc, n'hésitez pas, si effectivement le diagnostic à la lecture ne vous permet pas de corriger ou d'appréhender la correction du collaborateur en anomalie, eh bien, prenez rendez-vous dans les 72 heures, vous serez recontacté par un conseiller. Ça, c'est l'aide. La diapo suivante, ça c'est un outil, bon, ça peut être intéressant si effectivement vous avez un grand nombre de collaborateurs en anomalie, avec le même type d'anomalie, ça vous permet de faire une extraction de données en fonction des critères que vous aurez choisis, et puis ça vous permet derrière d'avoir une vision des collaborateurs qui sont en anomalie sur un fichier Excel, tout simplement. Là, je souhaitais faire un zoom sur les contrats d'engagement éducatif pour lesquels il y a une obligation depuis le 1er janvier 2017 de les affilier au régime de retraite complémentaire. Alors, c'est effectivement le zoom qui me semble à propos aujourd'hui. Si on a quelques DSN en anomalie, elle est dans quelques cas en lien avec ce contrat d'engagement éducatif. Comment ils doivent être déclarés ? Pour le régime général, il est calculé soit sur des cotisations salaires réelles ou sur les bases forfaitaires. Pour le régime complémentaire, et c'est là où on a une petite différence, on est sur du salaire réel, mais sur des bases exceptionnelles. Sur la diapo suivante, vous avez une aide à la codification. Comment on les déclare? Donc, vous avez les deux exemples, base forfaitaire, salaire réel. Vous avez donc la codification est importante si vous ne voulez pas vous retrouver, et on le verra sur la diapo suivante, sur des écarts de cotisation en fait qui seraient en lien avec des déclarations qui n'auraient pas été faites sur des bases exceptionnelles. Dans ce contexte-là, et je sais qu'au niveau des communes, vous avez quelques contrats d'engagement éducatif. Bon, de façon pas régulière, parce que c'est pas ce type de contrat que vous prenez, mais vous avez pour les centres de loisirs ou du périscolaire des contrats de ce type sur lequel il est important effectivement d'être vigilant sur les déclarations au niveau base complémentaire, en tous les cas sur des bases exceptionnelles pour la retraite complémentaire. Je crois qu'on voit un exemple après. Donc là, vous avez l'exemple. On est sur un collaborateur sur lequel, une partie en fait des déclarations sont faites sur des bases exceptionnelles. Et vous le constaterez de visu, c'est que les deux périodes où la base exceptionnelle, n'est pas prise en compte, c'est là où il y a des écarts de cotisation. Donc on est bien sur une déclaration faite pour ces collaborateurs qui sont sur contrat d'engagement éducatif, sur une catégorie de collaborateurs sur base exceptionnelle. Dans les autres cas, les trois périodes qu'on voit d'afficher, vous voyez, il n'y a pas d'écart. Donc le calcul a correctement été fait en fonction des déclarations et des catégories professionnelles identifiées pour des communes ou communautés de communes. Mais là, dans ce contexte, sur ces deux périodes, on a eu effectivement un petit loupé sur la déclaration des bases exceptionnelles.
Et on voit sur la diapo suivante, qui est confirmée sur l'export, justement l'export qu'on a vu tout à l'heure, qui vous laisse la possibilité de voir plus en détail sur un fichier Excel, plus facile pour illustrer les anomalies. Donc l'export en question, là, il a été fait pour juste le cas avant, et vous voyez, on est bien sur le type de contrat, la déclaration elle a bien été faite, on est bien sur un contrat d'engagement éducatif, mais on a juste oublié pour les 2 périodes de déclarer les salaires sur des bases exceptionnelles, et vous les voyez qu'elles ressortent en anomalie, comme vous avez pu le voir juste avant sur le tableau de bord. J'ai l'impression que je vais très vite, mais c'est vrai que 30 minutes, ça passe également très vite. Je crois qu'il reste juste une diapositive, mais avant de passer de vous dire qu'on sera effectivement, la GIRCALCO sera présent au 80e congrès lors des experts comptables à Lyon, 17 et 19 septembre. Je voulais également insister, comme ma collègue a pu le faire juste avant, sur l'identification des collaborateurs. Le NNI est important, ça évite des droits qui seraient attribués à pas forcément la bonne personne. Le SIRET est également important, le disais tout à l'heure également. Il y a effectivement, vous avez des outils sur Net Entreprise qui vous permettent de faire ces contrôles. Et là, la fiabilisation, c'est un élément, mais l'identification du SIREN, du SIRET, du NNI sont effectivement aussi, ont toute leur importance pour que les DSN soient le plus juste, soient le mieux intégrés sur le bon établissement, sur le bon collaborateur. C'est d'assurer derrière que les droits arrivent bien à la bonne personne au moment où il fera valoir ses droits à la retraite. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du support. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le fil de conversation, Aurélie. Mais bon, reste encore un petit peu. Donc si vous avez... je vais rallumer ma caméra. Si bien évidemment vous avez d'autres questions ou vous réfléchissez, on est encore là un petit peu, donc on peut répondre bien évidemment aux questions qui arriveraient. Merci Madame Couta. Je me permets, peut-être que la dernière question j'ai répondu, en sachant que je ne sais pas quoi répondre, parce qu'il faut que je vérifie, mais est-ce que c'est peut-être plutôt pour vous du coup, la DSN mensuelle peut être conforme avec un ARE? J'avoue que j'en ai jamais entendu parler en français. J'ai pas de réponse à ça. Moi non plus. Je suis allée sur le site de Net Entreprise qui me dit juste à cet endroit-là que l'accusé d'enregistrement électronique ou avis de rejet, une fois votre dépôt effectué, mais c'est pas précisé si ça concerne de la mensuelle ou de l'événementiel, vous êtes immédiatement informé du statut. Soit le dépôt est enregistré, donc il y a un AAE, soit le dépôt ne remplit pas les conditions techniques d'acceptation et c'est du coup un ARE qui est transmis par mail. Mais à mon avis, comment je lis le truc, ça peut concerner tant de la mensuelle que de l'événementiel. Après, sur la réception, des DSN, alors mensuels en tous les cas, on a, sur Net Entreprise, il y a le visuel qui indique le stade auquel est la DSN, si elle a été émise, reçue, etc. Donc, mais tout ça, il faut effectivement aller sur Net Entreprise, créer, si c'est pas fait, un compte administrateur, ouvrir ces accès-là. Vous le disiez juste avant, qu'il y a effectivement la base documentaire qui précise comment on crée un compte, comment on ouvre les accès. Et elle est très riche. Je crois qu'il faut effectivement aller jeter un œil et peut-être que vous aurez la réponse en tous les cas sur ce vecteur-là.
Bon, je copie dans le chat le truc que j'ai trouvé là. Peut-être que ça aidera. Hop, hop. Voilà. Merci beaucoup. Ah non, j'ai déjà mis, je suis bête. Merci beaucoup pour votre intervention. Bon, de ce que vous avez présenté, je constate que ça rejoint étroitement ce qu'on a mis en place côté URSSAF, ce qu'on a présenté ce matin, l'outil suivi DSN avec l'accès aux anomalies par établissement, par typologie d'anomalie et par salarié. Donc, normalement, on a quasiment les mêmes présentations dans des outils différents, mais le principe reste identique. Donc, merci Madame Kouta pour votre intervention. Donc, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion. Du coup, je vous propose de poursuivre avec Madame Baudouin, donc de la DGFiP, qui va nous parler de sujets tout aussi intéressants, la fiabilisation des données, les biens immobiliers, l'occupation des locaux et les bastières. Alors, bonjour à tous. J'ai ouvert ma caméra, j'espère que vous nous voyez. Je suis accompagnée d'Aurélie Cacamo. Oui, c'est bon. C'est bon? Parfait. Alors, oui, donc moi, je suis responsable de la division des collectivités locales et du secteur hospitalier dans le département 68. Et Aurélie Cacamo, elle, est responsable du service de la dématérialisation et de la monétique. On a décidé d'intervenir aujourd'hui et c'est intéressant d'avoir participé aux échanges auparavant. Parce que la DSN, en fait, elle est très bien connue de la Direction générale des finances publiques dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source. Et donc, c'est elle qui véhicule tout le prélèvement à la source et donc les données d'impôts qui ont déjà été prélevées sur la déclaration d'impôt sur le revenu. Et fiabiliser les données de la DSN, pour la DGFiP, c'est important. C'est important donc pour le prélèvement à la source, mais parce que vous avez des salariés, il faut fiabiliser la DSN. Mais ces salariés, ils payent donc de l'impôt sur le revenu, mais ils payent aussi de la cantine, ils payent aussi des ordures ménagères. Enfin, ils payent plein de choses. Et donc, les outils de fiabilisation de la DSN permettent pour nous de croiser des silos de données et donc de fiabiliser d'autres activités au sein de nos services. Et on y reviendra, c'est justement l'intérêt de la fiabilisation de la DSN pour nous aussi, des DGFiP, sur d'autres parties que l'impôt sur le revenu. Donc voilà. On va évoquer deux sujets sur la fiabilisation des données parce que c'est important. Je vais faire un petit point rapide sur gérer mes biens immobiliers parce qu'on va vous donner un peu le sens global de l'intérêt de fiabiliser les données dans cette application gérer mes biens immobiliers. Puis on passera ensuite aux données des particuliers, des entreprises en comptabilité et dans vos outils informatiques à vous. Donc pour gérer, alors voilà, ça c'était l'introduction. On va passer à la diapo suivante encore. Voilà, excusez-moi, il faut que je me mette au pas. Donc, gérer mes biens immobiliers, qu'on appelle aussi GMBI, a été mis en place suite à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. C'est la création d'une nouvelle déclaration pour laquelle vous, en tant que particulier, vous avez dû être sollicité à la fin de votre déclaration d'impôt sur le revenu, mais pour lesquelles les collectivités sont aussi sollicitées pour la mise à jour de leurs données en tant que propriétaires. Et il s'agit dans cette application de saisir pour permettre d'identifier les occupants de tous les biens à usage d'habitation et les locaux vacants. L'idée derrière pour l'administration, c'est d'engager une révision des valeurs locatives des locaux d'habitation comme celle qui a été engagée pour les locaux professionnels, puisque peut-être que vous le savez, mais les valeurs actuelles sont basées sur des valeurs locatives des années 70, réactualisées chaque année depuis 1970. Autant vous dire que par rapport à l'évolution du marché immobilier, on s'éloigne un petit peu. Donc l'intérêt de gérer mes biens immobiliers et d'y mentionner le montant du loyer que le locataire verse permet d'actualiser la valeur locative d'un bien immobilier. Donc, c'était une façon aussi pour nous de renforcer l'offre de services dématérialisée en vue de généraliser la possibilité pour les propriétaires, dont les collectivités locales, d'accomplir leurs démarches foncières en ligne, de permettre d'afficher l'ensemble des biens immobiliers pour lesquels la personne est titulaire de droit, c'est-à-dire qu'en gros, les collectivités, normalement, retrouvent les biens pour lesquels
qu'on connaît chez nous à la DGFiP, qui sont inscrits à leur nom dans Gérer mes biens immobiliers. Et pour un particulier, c'est la même chose. Et comme je vous le disais, en fait, ça va permettre la récupération des loyers des locaux pour la révision des bases futures pour les impôts locaux. Alors, pourquoi fiabiliser les données dans Gérer mes biens immobiliers? Il y a 2 raisons principales. Donc voilà, c'est la diapo suivante. Pour tous les propriétaires, ça permet la visualisation de l'ensemble des biens immobiliers au niveau national, c'est-à-dire sur tout le territoire français. Ça permet de fiabiliser la situation d'occupation et donc la taxation. On n'imposera pas un bien à la taxe d'habitation secondaire alors qu'il est occupé à titre principal. Et puis, ça permet la déclaration du montant des loyers. Pour les collectivités, ça permet de s'assurer de la réalité des biens immobiliers dont la collectivité est propriétaire. Et donc, bien sûr, on peut le rattacher à d'autres sujets très prégnants et d'actualité pour les collectivités. C'est de commencer à travailler sur la fiabilisation, ce qu'on appelle nous du haut de bilan, de l'ensemble des biens immobiliers dont la collectivité est propriétaire. Et derrière, en fiabilisant sa comptabilité, ça permet aussi de produire un document aux assurances pour avoir des contrats d'assurance qui sont adaptés au patrimoine immobilier des collectivités. Donc, on rejoint le sujet assurabilité. Diapo suivante, voilà. Donc, pourquoi fiabiliser? C'est que la fiabilisation par les propriétaires comme par les collectivités, cela permet de confirmer les caractéristiques et l'affectation du bien, de signaler tout au long de l'année, parce qu'on peut le faire tout au long de l'année et à tout le moins une fois par an, les modifications des locaux et la prise en compte dans les fichiers fonciers cadastres et de moderniser le processus de surveillance-relance des déclarations foncières. C'est-à-dire que pour nos services, ça rend la relance plus facile. Et derrière, pour les collectivités, cette fiabilisation, tant par les collectivités que par les particuliers, ça permet de fiabiliser les bases de fiscalité directe locale et donc les recettes des collectivités locales qui seront donc fiabilisées de façon plus réactive à l'évolution de la vie du bien. Voilà pourquoi on souhaitait intervenir sur ce sujet qui rejoint la fiabilité des données de l'ADF, la fiabilisation des données informatiques. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais on y répondra de toute façon par une foire aux questions et on va passer sur la fiabilité des données des tiers en comptabilité. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par vous définir ce qu'on entend par base tiers, en tout cas côté des GFiP. En comptabilité publique, un compte de tiers désigne un compte qui enregistre les opérations qui impliquent donc des entités diverses. Alors, ça peut être des tiers fournisseurs, des tiers redevables personnes physiques ou des entreprises, des tiers de personnel, des tiers institutionnels ou encore le tiers État pour tout ce qui va être compte de TVA, subventions, etc. Donc, tout ça, c'est enregistré donc, dans des comptes de comptabilité avec des comptes de classe 4 différentes. Nous, quand on va parler de base tiers, en fait, c'est différent des comptes de tiers qu'on a en comptabilité. Pour résumer, pour nous, la base tiers, c'est comme un annuaire. Il y a une base tiers dans le logiciel de l'ordonnateur, donc où il a la totalité des tiers de sa collectivité, mais il y en a également un chez le comptable, donc dans Helios, qui est l'application du comptable, où là, il aura tous les tiers de toutes les collectivités de son ressort. Donc cette base tiers, elle regroupe en fait donc les informations des différents usagers et entités qui sont en relation avec les collectivités. Donc, ça peut être à la fois des débiteurs ou des créanciers, mais ça peut être également des personnes physiques ou des personnes morales. En principe, quand tout est bien fait, pour chaque tiers correspond une fiche tiers. Donc, là, c'était pour vous expliquer donc, ce que nous, on entend par base tiers. Donc, sur la diapo suivante, je vais vous expliquer pourquoi il est important en fait, de fiabiliser vos bases tiers. Avec une petite coquille sur base, vous nous excuserez, avec base avec un S. Donc, il y a 4 raisons principales à cela. La première raison, c'est que ça permet aux comptables d'avoir une lecture, disons, immédiate de la somme due aux collectivités par un tiers, mais également par les collectivités à un tiers. Donc, pour le comptable, ça facilite la vision des dettes et des créances de chacun des usagers.
Dans un second temps, c'est un indispensable pour optimiser et sécuriser le recouvrement amiable des produits locaux. Parce qu'en effet, avoir un tiers fiabilisé, c'est avant tout un bon adressage des actes et des courriers. Cela assure donc dans le même temps la confidentialité donc, des informations. Ça évite les erreurs d'homonymie et que ça parte donc, à un mauvais usager. Et cela permet aussi de lutter contre la fraude. Au-delà du recouvrement spontané, c'est également un indispensable pour assurer un recouvrement contentieux efficace. Car en effet, le fait d'avoir un tiers fiable permet de récupérer des informations issues des référentiels fiscaux. Pour le comptable, il va pouvoir récupérer les coordonnées de contact, le ou les employeurs. À terme, il y aura même les comptes bancaires qui pourront être récupérés. Et ça permet également au comptable de regrouper l'ensemble des dettes d'un tiers, donc il peut avoir des dettes sur plusieurs collectivités, pour des poursuites regroupées. Dans la diapo suivante, je vous parle donc du quatrième objectif, en fait, du quatrième intérêt, et pas des moindres, c'est que cela va permettre d'offrir à terme des services en ligne enrichis à vos usagers. La fiabilisation en fait, des données des particuliers dans vos applications métiers, du coup, permettra prochainement un appariement automatisé de ces factures sur le compte impôts.gouv. En effet, depuis son espace donc, numérique sécurisé unifié l'ENSU, chaque usager pourra visualiser l'ensemble de ses dettes, qu'elles soient locales ou fiscales. Donc, ça peut être les avis d'imposition, les ASAP, les lettres de relance, les lettres de poursuite s'il y en a eu, des actes de poursuite. ASAP, je sais pas si. Alors, les ASAP, oui, si vous avez tous en tête, c'est un avis des sommes à payer. Voilà. Facture. Oui, c'est la facture en fait envoyée à l'usager. Et puis, dans un même temps, l'usager pourra également, à partir de ce compte et de ses factures, de ses ASAP, de ses avis d'imposition, payer en ligne. Voilà. Donc, dans la diapo suivante, je vais vous expliquer en fait comment, parce que là, j'ai parlé de l'appariement des factures dans l'ENSU, mais comment ça fonctionne concrètement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2016, quand vous transmettez un tiers dans Helios, donc via vos flux XML, ils sont intégrés dans la base donc tiers du comptable, puis comparés chaque nuit par un batch à la base fiscale, ce qu'on appelle le référentiel PERS. Et donc, si le tiers il est reconnu, en fait, il revient donc fiabilisé avec son numéro fiscal personnel, ce qu'on appelle le NFP. En fiscal, on parle du SPI, mais chez nous, on parle du NFP. Il revient également enrichi, c'est ce que je vous disais à l'instant, d'informations utiles au recouvrement, comme la dernière adresse de contact, les employeurs, les comptes bancaires, etc. Et enfin, c'est seulement s'il est reconnu qu'il peut redescendre dans l'ENSU. Un tiers qui n'est pas reconnu ne redescendra pas dans l'ENSU. Et donc, pour être reconnu, il faut que les informations de ce tiers soient à la fois suffisantes et fiables. C'est pourquoi la qualité des données que vous saisissez dans votre logiciel est vraiment primordiale. Pour cela, le tiers, il ne peut pas être reconnu. Donc voilà, là, j'ai un petit peu résumé dans le diapo, donc c'est un peu petit, mais je pense que le diapo, vous l'aurez. Les consignes de saisie principales. Et c'est vrai que les consignes de saisie vont évidemment différer selon qu'on est sur un contribuable un usager personne physique ou un usager personne morale. Pour résumer, pour un tiers personne physique, il faut évidemment un nom et un prénom correctement orthographiés. Il faut que dans le nom et le prénom, vous mettiez un seul nom et un seul prénom. Alors, un prénom, ça peut être également un prénom composé. Hein. Mais en tout cas, il ne faut pas mettre, par exemple, les noms des débiteurs solidaires dans le nom. Quoi. Mettre le monsieur, je ne sais pas, Dupont et Durand et Madame Durand dans le nom. Il faut que vraiment, il n'y ait qu'un usager. Et si vous voulez mettre un redevable, un tiers solidaire, un débiteur solidaire, il faut soit le mettre dans complément du nom, que vous avez normalement dans votre logiciel, ou si vous avez également une balise tiers solidaire, vous pouvez l'indiquer dedans, dans votre logiciel. Deuxième chose, il faut une adresse valide, donc conforme à la norme postale. Et la troisième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la date de naissance. Alors, la date de naissance, effectivement, n'est pas une donnée obligatoire dans le flux. Contrairement au nom, au prénom, à l'adresse, ça, c'est des données qui sont obligatoires. Mais c'est un élément crucial pour fiabiliser et éviter les erreurs d'homonymie. Parce qu'en fait, il faut savoir que pour qu'un tiers soit reconnu, il faut soit que le nom, le prénom, l'adresse soient reconnus, ou alors que le nom, le prénom, la date de naissance soient reconnus. Évidemment, la date de naissance étant une donnée beaucoup plus fiable et moins changeante que l'adresse, comparativement à l'adresse, il faut du coup qu'elle soit systématisée autant que possible, puisqu'on aura forcément plus de tiers reconnus avec la date de naissance qu'avec l'adresse. Il suffit d'une petite erreur dans l'adresse et finalement le tiers ne sera pas reconnu, ou un changement d'adresse. Alors qu'une date de naissance, elle n'a pas vocation à changer.
Et voilà, donc voilà pour les personnes physiques ce que je voulais vous en dire. Pour les personnes morales, il faut principalement indiquer la dénomination sociale et non l'enseigne commerciale. Sur ça, il faut faire très attention. Et il faut également qu'il y ait une adresse donc valide. Ça, c'est comme les personnes physiques. Et comme les personnes physiques, la date de naissance est importante, là, je dirais que là, le SIRET, il est primordial pour que le tiers soit reconnu. Sans lui, de toute façon, si vous n'indiquez pas le SIRET, la reconnaissance ne pourra pas se faire. Voilà. Alors, dans la diapo suivante, je voulais juste vous parler de quelques outils qui peuvent être à votre disposition pour vous aider justement du coup dans cette tâche. Donc, il y en a deux principaux. Donc, il y a l'API R2P, qui est donc l'API recherche des personnes physiques, qui a été développé par la DGFiP. Et puis, il y a le PES Retour, qui est le protocole d'échange standard retour, qui vise à vous transmettre diverses informations relatives aux événements survenus sur vos pièces comptables, notamment si le comptable a pris en charge, a rejeté, etc. Et je vais revenir dessus sur les diapos suivantes. Donc, on va commencer par l'API R2P. Donc, pour la diapo suivante, voilà. Je vais déjà vous expliquer ce qu'est une API. Pour résumer, une API, c'est une solution informatique qui permet à des applications différentes de communiquer entre elles et de s'échanger mutuellement des données de façon sécurisée. Donc, il existe en fait des tas d'API proposés par différents organismes. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, de regarder un petit peu ce qui vous est proposé, d'aller voir sur le site data.gouv. En tout cas, nous, l'API qui aujourd'hui nous intéresse, c'est l'API R2P qui a été développée par la DGFiP. Parce que cette API, en fait, elle va vous mettre à disposition les données d'état civil complet d'une personne physique, c'est-à-dire le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance. Ça vous met également à disposition sa dernière adresse connue de l'administration fiscale ou encore son numéro fiscal de référence, le NFP. Donc, vous pouvez du coup vérifier l'information lors de la création du tiers, donc avant de l'intégration dans votre système d'information, dans votre logiciel, ou encore l'utiliser au moment de l'émission du titre, donc pour vérifier la fiabilité du tiers. Attention cependant, cette API doit avoir été développée par votre éditeur en amont. Donc, je vous ai mis à la fin les éditeurs qui sont pour l'instant prêts et validés pour la solution, et puis ceux qui, à l'heure actuelle, en tout cas à notre connaissance, étaient en cours. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé par cette API, n'hésitez pas à contacter donc, du coup, votre éditeur qui pourra vous dire où il en est de ces développements, quoi, et vous donner la démarche à suivre pour y adhérer. Dans la diapo suivante, je vous ai mis un cas d'usage juste pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'API. Mais par exemple, la ville souhaite vérifier les données d'état civil de Marianne Durand dans le cadre de la prise en charge d'une facture qu'elle doit régler. Donc pour cela, l'agent de la collectivité va se rendre sur son application médiée et renseigner les informations de Marianne Durand dont il a connaissance et qu'il souhaite vérifier. Par exemple, il a son nom, son prénom et son adresse. Si elle est reconnue, l'API permettra de lui renvoyer sa date de naissance ainsi que le NFP. Ce qui fait que dès que le tiers sera envoyé sur Helios, il est certain qu'elle sera reconnue, que sa facture redescendra sur l'INSU. Si par contre elle n'est pas reconnue, c'est que les informations sont soit erronées, peut-être une faute d'orthographe dans le nom, on a mis Durand avec un D ou un T, soit elles sont insuffisantes, c'est-à-dire qu'il y a des homonymes, il y a des Marianne Durand peut-être à la même adresse en France, ça peut arriver. Donc il faudra demander à Marianne une information supplémentaire, comme par exemple sa date de naissance, pour la différencier en fait. Mais en tout cas, grâce à cette fiabilisation, vous êtes sûr que votre tiers, il n'y aura pas de problème d'homonymie et que la facture arrivera au bon endroit et à la bonne personne. Voilà pour l'API R2P. Dans la diapo, alors deux diapos suivantes. Ah non, c'est bon, du coup, ça a été corrigé. Parfait, merci. Donc, le deuxième outil, c'est ce que je vous disais, le PES Retour. Donc, si ce dernier qui doit être paramétré dans Helios, et ce PES Retour permet qu'à chaque événement sur une pièce, Helios vous enverra un flux avec différentes informations. Ça peut indiquer les prises en charge, les rejets, les hébergements quand il y a des paiements sur des pièces. Mais outre ces informations comptables, ce PES Retour peut aussi véhiculer des informations relatives aux tiers, notamment s'il y a eu des rapprochements avec la base fiscale PERS. Il peut donc vous ramener le NFP ainsi que la date de naissance. Voilà. Comme pour l'API R2P, il faut que l'éditeur ait effectué les développements dans son logiciel pour qu'elle soit intégrée automatiquement dans votre logiciel. Si vous voulez, le PES Retour est envoyé de toute façon dès qu'il est paramétré dans Helios,
Mais par contre, si votre éditeur n'a pas permis le développement pour l'automatisation, ça va vous demander en fait de le faire manuellement dans votre logiciel, ce qui peut être très fastidieux. Donc là, c'est pareil, si vous souhaitez le PES Retour ou interroger votre éditeur sur le PES Retour pour savoir si effectivement vous avez des retours sur les informations tiers. Voilà. Pour finir, je vous ai juste indiqué une petite remarque, c'est qu'en effet, que ce soit pour l'API R2P ou pour le PES Retour qui ont à peu près le même objectif, en fait, ça demande de la prudence et un contrôle intellectuel, notamment pour les adresses. Parce qu'en effet, un nouvel abonné chez vous peut avoir une adresse qui ne soit pas encore connue de l'administration fiscale s'il n'a pas fait ses démarches. Et donc, du coup, on vous renvoie une adresse qui ne soit pas à jour. Voilà, donc méfiance quand même, peut-être un contrôle quand même intellectuel sur ces données de retour au niveau de l'adresse. Voilà ce que je peux vous en dire. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez, voilà, vous avez mes coordonnées si vous avez des questions. On a laissé les coordonnées pour que vous puissiez nous saisir si vous en avez le besoin ou si vous avez besoin d'informations complémentaires. Merci à tous. Merci à vous pour votre intervention. Donc, je vous invite à poser vos dernières questions, si vous en avez encore, dans le fil de discussion. Donc, merci à l'ensemble des intervenants cet après-midi. Nous avons organisé cette journée sur ce public des administrations collectivités territoriales. C'est une première côté URSSAF, donc en associant l'ensemble des partenaires qui vous ont présenté les différents sujets au courant de la journée. La journée, la deuxième partie de la présentation arrive à son terme. Donc on va vous transmettre, comme à la fin de la présentation de ce matin, un sondage de satisfaction pour savoir si le format et le type de présentation vous a plu, convenu. On envisage effectivement de reproduire ce type d'événement chaque année dorénavant. La question se posera sur le format ou sur les modalités pratiques. Donc on a aussi, en scannant le QR code que vous avez à l'écran, donc un questionnaire de satisfaction par rapport aux différents intervenants de la journée. Donc on vous invite à le scanner et à répondre directement au questionnaire. On en tirera les enseignements pour les prochaines réunions, ce qui est à améliorer, à conserver et ce qu'on peut effectivement perfectionner. Donc merci à vous pour votre participation sur cette journée, pour les intervenants, pour la logistique aussi, nos collègues qui sont derrière, qui ont permis que la journée se déroule correctement, et aussi aux personnes qui étaient en réponse au chat pour répondre à vos questions. Merci à vous. Je vous souhaite encore une bonne fin d'après-midi et une bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne fin de journée à tous.